Merci de rester fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945. Nous sommes le 1er novembre et la communauté chrétienne célèbre la Toussaint, une fête qui honore tous les saints, connus comme méconnus. Les fidèles chrétiens ont afflué ce matin vers le cimetière Saint-Lazare de Dakar pour nettoyer et décorer les tombeaux de leurs proches disparus, mais aussi prier pour eux. Arrêt des activités du Grand Train du Sénégal. Le syndicat national des travailleurs des Grands Trains du Sénégal demande une reprise totale de leurs activités. Les syndicalistes qui n'en peuvent plus de cette situation réclament aussi la nomination d'un nouveau DG à la tête de la GTS. Les syndicalistes ont fait face à la presse. Et puis, chaque mercredi, la rédaction vous propose la rubrique Découverte. Elle nous mène ce soir en Côte d'Ivoire à la découverte d'un compatriote sénégalais, mécanicien professionnel devenu incontournable dans ce domaine en Côte d'Ivoire. La communauté chrétienne célèbre ce 1er novembre la Toussaint, une fête qui honore tous les saints connus comme inconnus. À l'occasion de cette fête, c'était l'affluence au cimetière Saint-Lazare de Béthanie. Ils ont fait le tour des tombeaux de leurs proches disparus parce que la Toussaint est aussi un moment de prière, en particulier pour les défunts qui sont commémorés demain 2 novembre. Reportage au cimetière Saint-Lazare, Clément Nicolas Faye. La solennité de la Toussaint est célébrée ce jour au cimetière Saint-Lazare de Béthanie. Comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l'Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été des vivants et lumineux témoins du Christ. L'abbé Paul Louis-Édouard Sarr nous livre le sens de cette fête. La Toussaint, comme le nom l'indique, c'est la fête de tous les saints, c'est-à-dire toutes ces personnes qui ont trouvé grâce auprès de Dieu. Ces personnes qui, à la fin de leur vie, sont invitées à entrer dans le bonheur et la joie du ciel auprès du Seigneur Jésus, monté après l'ascension de Dieu le Père et des anges qui sont auprès de Dieu. La commémoration des fidèles défunts est prévue pour le 2 novembre, mais les fidèles profitent de ce jour décrété férié pour rendre hommage aux disparus. Quand nous parlons de Toussaint, le lendemain, c'est la commémoration de tous les fidèles défunts, le 2 novembre. Mais puisque la fête de Toussaint est fériée, le lendemain, c'est jour ouvrable, l'Église propose, le jour même de la Toussaint, que les uns et les autres viennent auprès des leurs, ceux qui ont perdu des parents, pour venir prier devant la tombe, demander leur intercession et même confier ces personnes à la miséricorde de Dieu pour qu'à travers nos prières, ils soient auprès de Dieu et une fois auprès de Dieu, qu'ils puissent également pour prier pour nous qui sommes en cœur. La fête des morts, comme on dit, c'est le lendemain et pas le Toussaint en tant que tel. Les fidèles catholiques venus massivement assister à la célébration profitent de ce moment pour se recueillir sur les tombes de leurs proches en souvenir des moments passés avec eux de leur vivant. C'est la fête de la Toussaint. Je viens rendre visite à mes parents qui sont là, chez ma maman, mon papa. Et le tombeau qui est là, c'est le grand-père de mes enfants aussi. La tristesse, ça nous rappelle le jour qu'on est venu les enterrer ici. Donc dès qu'on vient le jour de Toussaint, on ressent la tristesse du même jour. Pour faire la prière pour ma mère, je ressentais la douleur et la tristesse. J'ai prié pour leurs âmes reposent en paix. Si un certain nombre d'entre eux ont été officiellement reconnus à l'issue d'une procédure dite de canonisation, il nous est donné un modèle. L'Église sait bien que beaucoup d'autres ont également vécu dans la fidélité à l'Évangile et au service de tous. C'est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints connus
ou inconnus. Cette fête est donc l'occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles. Clément Nicolas Tchaouadjes, le collectif des éleveurs de la région dénonce l'accaparement de la forêt de Djess dont le décret de déclassification a été publié il y a quelques mois. Les éleveurs disent ne plus avoir d'espace pour paître leur bétail. Le collectif demande à l'État de retirer le décret. Plus de détails avec notre correspondant permanent à Djess, Isidore Alexandre Sen. Le déclassement de la forêt classée n'est pas du goût de centaines d'éleveurs de la région de Thiès. Réunis à Pout, ils alertent sur un scandale foncier sans précédent sur leur zone de pâturage. Non à ces projets qui ne font que tuer le secteur de l'élevage. Les éleveurs et les autres impactés disent non aux projets que l'État est en train de mener dans la forêt. Ces projets-là ne font que tuer le secteur de l'élevage. Donc il est temps que ça sèche. Il est temps d'impliquer les éleveurs aux prises de décision. Un seul individu, vous venez vous l'attribuer 331 hectares. Il vient un bon jour, il commence à terrasser. Elle commence à faire des grillages. Maintenant, le troupeau. Je me demande seulement où allons-nous alors? À les entendre, des privés sont servis au détriment de la communauté des éleveurs. Par rapport au déclassement de la forêt classée, qui a engendré des conséquences néfastes pour le secteur. À titre d'exemple, on peut citer le projet agroforestier qui s'étend sur 331 hectares, attribué à une seule personne, à des privés, je dirais, au détriment des centaines de pères de famille, qui n'ont que l'élevage pour survivre. Il y a aussi la ZAC de Kermoussa, qui est érigée dans notre zone de pâturage, qui s'étend sur 299 hectares. Le collectif des impactés demande aux autorités d'ouvrir de larges concertations pour corriger pendant qu'il est temps. Nous n'allons pas voler, nous n'allons pas faire des actes de banditisme. Nous n'allons pas aller casser. On ne casse pas. Nous n'allons pas incendier aucun bien public. Mais nous réclamons justice. Nous réclamons ce qui nous revient de droit. Nous réclamons l'implication de la part de l'État par rapport aux éleveurs. Il y a des gens qui disent que nous sommes des éleveurs. Mais nous disons encore une fois aux autorités que ces gens-là, ils vivent de l'élevage, mais ils ne vivent pas pour les éleveurs. À la place d'une marche interdite par le sous-préfet de Kermoussa sur le site en question, le collectif s'est adressé à la presse au centre socio-culturel de Pout pour fustiger ce qu'il appelle un partage du gâteau dans la forêt classée de Thiès. Arrêt de leurs activités, le syndicat national des travailleurs de la société Grand Train du Sénégal demande une reprise totale de ses activités. Les syndicalistes réclament aussi la nomination d'un nouveau directeur général à la tête de GTS. Voici à ce propos Momar Sall, secrétaire général du syndicat national des travailleurs de GTS. Il est au micro de Babacar Seck. Nous constatons qu'après les opérations du Magal et du Gamou 2023, on a encore été mis à l'arrêt. Ainsi, le doute commence à nouveau à s'installer au niveau de l'entreprise et de l'avenir des travailleurs en majorité jeunes. Nous demandons juste à l'État et aux autorités en charge du secteur de permettre au Grand Train du Sénégal de reprendre ses activités dans la pérennité sur au moins les axes qui sont praticables. Thiès, Touba, Thiès, Tivaouane. Vu que le matériel et les ressources humaines sont disponibles et que la demande sociale est là. Les travailleurs déplorent par ailleurs la situation actuelle de la boîte. Comme vous le savez, depuis presque un mois, le président de la République a relevé de ses fonctions l'ancien directeur général M. Samba Ndiaye. Depuis lors, son remplaçant n'a pas été désigné. Nous déplorons cette situation et demandons ainsi au chef de l'État de nous trouver au plus vite un nouveau directeur général. Sur ce chapitre, nous aurions souhaité que celui qui sera désigné puisse être un homme ou une femme qui maîtrise bien les chemins de fer de manière générale et GTS de manière particulière. Que celui-là soit soucieux des intérêts de la boîte et des intérêts des travailleurs. Nous rappelons aux travailleurs ici présents que le syndicat continuera plus que jamais à porter les doléances des travailleurs. Et dans le cadre de sa tournée économique entamée il y a quelques jours, le Premier ministre Amadou Ba a procédé
À l'inauguration du château d'eau de Fandène, c'est à Mour, l'infrastructure devrait, selon le Premier ministre, assurer l'alimentation correcte en eau dans toute la région de Thiès. Explication de notre correspondant à Mour, Muntagakan. Il faisait déjà nuit quand le Premier ministre et sa délégation sont arrivés à Fandane, un village de la commune de Malikunda qui vient d'étrenner un château d'eau qui est le fruit d'un partenariat tripartite salué par Amadouba. Nous venons de visiter un bel exemple de partenariat entre l'État du Sénégal qui a mis le forage, la commune qui a mis le château d'eau et la société privée qui gère ici, Aquatec, qui a aussi contribué à cet investissement. De 2012 à nos jours, le département de Mbour a bénéficié d'un investissement de 89 milliards de francs CFA dans le réseau hydraulique. C'est ce qu'a annoncé le chef du gouvernement qui ajoute que d'ici au mois de décembre, l'alimentation en eau sera complète dans la région de Thiès. Le département de Mbour a bénéficié d'un investissement de 89 milliards sur la période 2012-2023. Dont 2 milliards pour l'hydraulique rural et 87 milliards pour l'hydraulique urbaine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'alimentation en eau, je parle de la production et de la distribution, l'alimentation en eau s'est considérablement améliorée ici à Mour. Il en sera de même dans toute la région de Thiès, au plus tard au mois de décembre. Qui plus est, dans 5 ans, l'eau sera disponible sur toute l'étendue du territoire sénégalais. Dans 5 ans, aucun Sénégalais ne demandera à avoir de l'eau. L'eau sera disponible en quantité et en qualité. Malgré le long périple qu'il a mené à Joal, Nguyen et Dias, le Premier ministre et sa forte délégation se sont rendus chez feu Thierno Mansour Baro. Et pendant ce temps, le groupe Sonatel, lui, a procédé au lancement des travaux du câble sous-marin de Africia. Long de 45 000 km, ce câble va permettre de relier 33 pays sur 3 continents. Quelle est donc l'importance et la dimension de ce projet technologique? Sekou Dramé, directeur général de la Sonatel, nous explique tout au micro de Moussa Dia. Au niveau de la Sonatel, il y a 2 volets sur lesquels nous pensons que nous devons apporter notre contribution. C'est d'abord, comme l'a dit Monsieur le ministre, dans la mise en place des infrastructures. C'est pour cela que nous avons, sur les dernières années, construit des centres, des data centers, qui se rajoutent à ceux construits aussi avec d'autres acteurs, avec cette particularité maintenant d'aller sur cette tendance de data center ouvert, où on peut accueillir tous les acteurs finalement. Et c'est le sens du projet que nous faisons aux Almadies avec notre partenaire Onyx. Mais le second volet, qui est vraiment le socle sur lequel s'appuie la transformation numérique, c'est la connectivité. Pas de transformation numérique sans connectivité. Et depuis 2016, vraiment, nous nous attelons à travailler à rendre cette connectivité accessible. D'abord en déployant les réseaux très haut débit, la 4G. La 4G est maintenant disponible partout au Sénégal. La fibre optique aussi, qui commence à s'installer dans toutes les régions. Et bientôt la 5G avec l'honneur que le gouvernement nous fait de nous octroyer aussi la licence 5G. Avec cette caractéristique que ce câble-là, et je voudrais insister dessus, c'est un câble open access, ouvert. Il n'est pas seulement pour la Sonatel. Nous sommes en charge de la construction de la station d'atterrissement, mais il y a 4 investisseurs sur les 9 du consortium qui ont investi dans cette station d'atterrissement. Ça veut dire que donc déjà, ça ouvre aussi la compétition. Tous les acteurs ici, les autres opérateurs, tous les ISP peuvent acheter de la capacité auprès d'Orange, mais auprès aussi des 3 autres investisseurs. Et parce que nous pensons que cette compétitivité, cette compétition, on va dire aussi, est quelque chose d'important pour pouvoir tirer les tarifs vers le bas et continuer la dynamique que nous avons au Sénégal depuis toutes ces années. Le directeur général du port autonome de Dakar, lui aussi, a réagi. Selon Muntagassi, ce câble va jouer un rôle important dans la transformation numérique en Afrique. Je vous propose de l'écouter. Je tenais à féliciter le ministre Moussa Bocar Thiam pour le travail remarquable qu'il a fait pour la préparation et la logistique d'approche de ce navire.
les équipes du ministère ont travaillé en toute intelligence avec la Sonatel pour permettre cet accostage du navire sans retard. Le navire va opérer, il restera dans les eaux sénégalaises pour faire les opérations et nous continuons à travailler avec la Sonatel, le ministère, pour pouvoir faire de cette opération un succès pour le Sénégal. Je rappelle pour le préciser qu'il n'y a plus aucun navire qui séjourne en rade et qui attend des déficits de linéaire de quai depuis le 22 janvier 2023. Nous avons à date, depuis plus de 11 mois, une capacité linéaire de quai journalière de 3000 mètres. Donc le port autonome de Dakar a une capacité de pouvoir faire accoster et opérer dans des performances nominales l'ensemble des opérations économiques. Nous sommes là, au môle 3, au quai 32. Le navire derrière nous est sur la partie sud du port. La partie nord consacre l'activité, le segment du conteneur. Aucun navire en conteneur ne dispose aujourd'hui des déficits d'accostage. Nous sommes en train de travailler de manière soutenue sur le segment conteneur au niveau du terminal de Deep World. Nous sommes à un niveau de 82%, qui est le niveau consacré pour atteindre une performance nominale. Nous étions à un niveau de charge de 98%. Un plan d'action cohérent et efficace, impliquant l'ensemble de la communauté portuaire, a permis d'atteindre ce résultat. Le port fonctionne ce matin, le port continue à fonctionner et la dynamique de la décongestion est derrière nous. Nous travaillons maintenant sur des espaces additionnels, mais aussi le désengorgement des axes routiers aux alentours du port de Dakar. Et vous le savez sûrement, le 5e recensement général de la population et de l'habitat du Sénégal démontre qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Des chiffres loin de faire peur à certaines célibataires sénégalaises qui ont envie de se marier. Eh bien, selon elles, il est possible de trouver l'équilibre si la polygamie est favorisée. C'est un reportage de Sabel Olivia Diagne. Elle n'a pas de temps à perdre. Cette vendeuse de café donne déjà quelques conseils aux femmes. Moi, je blâme les femmes. Nous devons travailler pour être autonomes afin que les hommes nous respectent, d'autant plus qu'ils sont maintenant plus nombreux que nous. Sur le chemin de Koloban, cette femme presse le pas. Ndeye Marem, c'est son nom. Pour elle, même si les hommes sont plus nombreux, la réalité est que rares sont ceux qui se marient. Avec la cherté de la vie, les hommes ne peuvent plus gérer 2 femmes, encore moins 3 ou 4. C'est encore pire. Ce mécanicien voudrait bien épouser une 2e femme, mais avec la cherté de la vie, c'est compliqué pour lui. Parce que nous, actuellement, avec le travail que nous avons, ça ne nous permet pas de prendre 3 à 4 femmes. Voilà, les salaires sont minimes. C'est un petit délicat par rapport à ça. Donc, rien que pour gérer une seule femme, c'est déjà difficile. À cause de ça, et justement à cause de ça, on ne peut pas vraiment de 3 femmes. Moi, personnellement, je ne peux pas. Aujourd'hui, la population compte 18 032 473 habitants, dont 50% d'hommes et 49% de femmes. Face à cette nouvelle donne dans la société, les Sénégalais en âge de se marier sont partagés entre la polygamie et la monogamie. À Saint-Louis, transformer la balle de riz en énergie, c'est l'objectif du projet Biostar. Ce projet vise à accroître l'accès à l'énergie dans les zones rurales en produisant de l'énergie à partir de la biomasse résiduelle produite par les industries agroalimentaires. Et dans le cadre de ce projet, justement, l'université Gaston Berger de Saint-Louis vient de lancer le laboratoire Biomasse Énergie. Explication de nos correspondants à Saint-Louis, Momar Alisnian et Mokhtar Sek. Grâce à un partenariat avec le CIRAD et l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, le projet Biostar, qui se déroule au Burkina Faso et au Sénégal, vient d'ouvrir un laboratoire à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. En valorisant la biomasse locale, on travaille sur 4 filières avec différentes biomasses telles que la coque d'arachide, la coque d'anacarde et aussi la balle de riz. Donc on a un projet qui travaille tout le long du Sénégal, du nord au sud, sur ces 4 filières.
Au niveau de la région de Saint-Louis, la filière riz va beaucoup bénéficier du projet, où on va travailler principalement à comment utiliser la balle de riz pour qu'elle soit un combustible pour pouvoir produire de l'énergie au niveau des rizeries de la vallée. Les autorités universitaires saluent la pertinence de ce projet qui répond aux préoccupations de l'université. Ce projet entre dans le cadre de la réalisation des 3 missions essentielles de l'Université Gaston Berger. La mission de recherche, la mission est entrée à la pédagogie, mais aussi au service de la communauté. Et c'est comme une chaîne, parce que les produits de la recherche, les conclusions de la recherche sont utilisées dans nos classes comme matière pédagogique, mais aussi sont utilisées pour rendre service aux différentes communautés qui se trouvent dans notre environnement immédiat. Pour le ministère de l'Enseignement supérieur, un projet pareil vient aider au développement du monde rural. Donc on utilise les déchets agricoles pour produire de l'énergie et cette énergie est utilisée dans les PME pour donc valoriser donc les produits agricoles. Et là maintenant donc ça permet aussi de se rapprocher du monde rural et d'avoir des unités et éviter donc certains coûts tels que le transport, l'exode, etc. Donc c'est un projet vraiment qui vient à son heure. Selon les initiateurs, ce projet devrait profiter aux entreprises sénégalaises, surtout ceux qui sont dans l'agroalimentaire. Un colloque international de 4 jours pour rendre hommage à la chercheuse belge et spécialiste des littératures négro-africaines francophones décédée en 2018, le professeur Liliane Castelot, au programme de cet hommage à titre posthume, des conférences et des tables rondes consacrées à l'héritage intellectuel de cette brillante enseignante. Le colloque se déroulera à l'auditorium Khali Amar Fall de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Plus de détails avec Khadija Dardiouf. L'auditorium Amar Khali Fall de l'université Cheikh Anta Diop a rendu hommage au professeur Liliane Castelot, considérée comme pionnière de la littérature africaine. C'est bien sûr que Liliane Castelot est la figure totémique des lettres africaines. Nous tous, c'est grâce à elle que nous avons appris à lire Césaire, à lire Ampateba, à lire Senghor. C'est elle qui a fait la première thèse et la pionnière des études littéraires africaines. Nous la célébrons parce que c'est une Belge qui est née au Congo, mais qui a vécu en africaine parmi nous, ici au Sénégal. Nous la célébrons pour ça. Nous la célébrons aussi parce qu'elle est la mère nourricière des lettres africaines. Chercheur en littérature africaine et en tradition orale, elle a joué un rôle important dans la sauvegarde des traces de nos ancêtres en rédigeant des points importants de l'histoire de la littérature négro-africaine. Madame Liliane Castelot était une grande dame de la littérature, une grande dame qui s'est intéressée, et je crois que c'est là le point essentiel, d'origine belge, à sa patrie qui est devenue de cœur, et patrie elle est, au sens large, l'Afrique. Même si elle a passé plus de 40 années ici au Sénégal, elle a sillonné l'Afrique, s'est intéressée à sa culture, à ses cultures, orales et écrites. C'est une dame curieuse, une dame passionnée. Pour ces intellectuels, les œuvres de Castelot devraient être conservées et plus accessibles au grand public. Et je pense que l'œuvre qu'elle laisse derrière elle, l'œuvre qu'elle laisse, plus de 1400 enregistrements sonores, de contes, de légendes, dans toutes les langues de la sous-région. Une œuvre littéraire conséquente, des anthologies de littérature africaine francophone. Cette œuvre est remarquable, doit être conservée, valorisée, numérisée si le besoin en est, et mise en valeur pour que le grand public puisse en avoir vraiment connaissance. L'ancien délégué général de Wallonie-Bruxelles au Sénégal, Philippe Contraine, fait un appel au financement pour un laboratoire qui portera le nom de Liliane Castelot, une dame qui a beaucoup œuvré pour le rayonnement de la littérature africaine en l'enseignant dans plusieurs pays d'Afrique.
La rubrique découverte nous mène ce soir en Côte d'Ivoire à la découverte d'un Sénégalais établi dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Mécanicien professionnel, Mor Kassé est devenu incontournable dans ce domaine. De retour d'Abidjan, notre reporter Papa Madiakhaté Sarr nous retrace le parcours de ce génie de la mécanique automobile. Regardez. Le signe du destin, c'est la réponse de Mor Kassé quand on lui demande la raison de son arrivée à Abidjan. Il y a 40 ans, il posait aux abords de la lagune d'Ébrié ses valises et surtout son génie à travers la mécanique automobile. Petit à petit, l'imposant Mor Kassé gravit les escaliers et impressionne des Ivoiriens et attire les célébrités. Découvert quand même la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays et que immédiatement les Ivoiriens me font confiance. Et j'ai commencé à travailler les hommes de l'État, les artistes, alors un peu de tout, avec tout le monde pratiquement, et puis je me suis adopté. En 2002, il ouvre son premier garage mécanique au cœur de Treichville. 21 ans après, le génie de la mécanique automobile en compte 3 à Abidjan et y emploie des dizaines de jeunes. Mor Kassé s'est formé sur le tas et continue de le faire face à l'évolution de la technologie dans le secteur de l'automobile. Aujourd'hui, on ne peut pas réparer un véhicule tant qu'on n'a pas d'ordinateur qu'on appelle scanner. Et cet scanner, ça nous permet de communiquer avec le véhicule. J'ai été formé avec les Espagnols. Et j'ai commencé à essayer de prendre les ordinateurs et je me suis adopté. Et je continue de faire mes recherches aussi. Ses aptitudes lui permettent aujourd'hui de faire des prouesses dans son métier. Apprendre un métier et rester en Afrique, c'est d'ailleurs le conseil que Mor Kassé donne aux candidats à l'immigration irrégulière. Il y a des choses, moi je le confirme. J'ai tout vu ici en Côte d'Ivoire. Donc il y a l'opportunité en Afrique. Donc je pense qu'aujourd'hui, encourage la jeunesse d'apprendre les métiers. Immigration, je ne suis pas contre, mais il faut apprendre les métiers avant d'aller. Voilà, c'est très important. Le fils adoptif de la Côte d'Ivoire n'oublie pas pour autant le Sénégal. Il pense déjà à écrire son cahier de retour au pays natal pour y investir. Nous sommes à Abidjan ici, mais dis-toi que notre esprit est toujours c'est nous. D'abord, ici au courant de garage que l'État a construit, je pense que vers Diamniadio là. Je pense que ce n'est pas encore développé. Pour le moment, j'ai le procès d'aller là-bas bientôt pour essayer de m'impliquer. Le Sénégal n'est jamais loin de son esprit, mais pour l'heure, ce sont ces garages et ces gros véhicules à réparer qui occupent ce mécanicien sénégalais, prophète, loin de chez lui. Papa Madiakhaté Sarr, merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur remedia.sn. Demain, dans le 19h45, vous retrouvez Aminata Ndonga. On se retrouve la semaine prochaine.